Christopher Bradenton sortait à grand-peine de son délire, comme un homme qui se débat dans des sables mouvants. Il avait mal partout. La peau de son visage lui semblait étrangère, comme si on lui avait fait une douzaine de piqûres de silicone et qu'elle eût gonflé comme un dirigeable. Sa gorge était à vif. Pire, elle semblait s'être resserrée, au point de n'être pas plus grosse que le canon d'un pistolet à air comprimé. Il respirait en faisant siffler cet horrible petit tunnel qui le maintenait en contact avec le reste du monde. Mais ce n'était pas suffisant, et il avait l'impression de se noyer. Surtout, il avait très chaud. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais eu aussi chaud, pas même 2 ans plus tôt, lorsqu'il avait accompagné à Los Angeles 2 types recherchés par la police, des activistes. La vieille Pontiac avait rendu l'âme sur la route 190, en plein milieu de la vallée de la mort, et Dieu qu'il faisait chaud. Mais cette fois, c'était encore pire, une chaleur qui venait de l'intérieur, comme s'il avait avalé un soleil. Il poussa un gémissement, essaya de repousser ses couvertures, mais n'en eut pas la force. S'était-il mis au lit tout seul? Non, sans doute pas. Quelqu'un ou quelque chose avait été là, avec lui, dans la maison. Quelqu'un ou quelque chose. Il aurait dû s'en souvenir, mais il ne savait plus. Tout ce dont Bradenton se souvenait, c'est qu'il avait eu peur avant de tomber malade, car il savait que quelqu'un ou quelque chose allait venir et qu'il devrait... Mais quoi? Il gémit à nouveau et fit rouler sa tête sur l'oreiller. Il ne se souvenait que du délire, des fantômes brûlants aux yeux gluants, sa mère qui était entrée dans cette chambre toute nue au mur de rondin, sa mère qui était morte en 69, et elle lui avait parlé. « Chris, oh mon Chris, je t'avais bien dit de ne pas fréquenter ces gens-là. Je ne connais rien à la politique, mais ces types que tu fréquentes, ils sont plus fous que des chiens enragés. Et ces filles, ce sont de vraies putes. Je te l'avais bien dit, Chris. » Puis son visage s'était fendu en deux, laissant s'échapper au travers des fissures de sa peau jaunie, comme un vieux parchemin, une horde de ces petites bêtes qui grouillent dans les tombes. Et il avait hurlé jusqu'à ce que le noir retombe, et il avait entendu des cris confus, des claquements de semelles, des gens qui couraient. Il avait vu des lumières clignotantes, il avait senti l'odeur du gaz lacrymogène, il était à Chicago en 68, et quelque part des voix hurlaient. Le monde entier nous regarde. Une fille était allongée dans le caniveau, à l'entrée du parc, en jean, pieds nus, ses longs cheveux pleins d'éclats de verre, son visage comme un masque luisant de sang noirci dans la blancheur crue des lampadaires, un masque d'un insecte écrasé. Il l'avait aidée à se remettre debout, mais elle avait poussé un hurlement et s'était blottie contre lui, car un monstrueux extraterrestre sortait du nuage de gaz, un monstre en bottes noires, gilet pare-balles, masque à gaz sur les yeux, matraque dans une main, grenade lacrymogène dans l'autre. Et lorsque le monstre avait relevé son masque, révélant son visage flamboyant et grimaçant, ils avaient tous les deux hurlé, car c'était ce quelqu'un ou ce quelque chose qui l'attendait tout à l'heure, l'homme dont Chris Bradenton avait toujours eu si peur, le marcheur. Le hurlement de Bradenton avait déchiré le tissu de ce rêve, comme un contrute fait éclater un verre de cristal, et il s'était retrouvé à Boulder, dans le Colorado, dans un appartement de Canyon Boulevard. C'était l'été, il faisait chaud, si chaud que même dans son short minuscule, son corps ruisselait de sueur, et devant lui, le plus beau garçon du monde, grand et bronzé, dans un mini-slip jaune citron qui moule amoureusement les creux et les bosses de ses précieuses fesses. Et s'il se retourne, tu sais qu'il sera comme un ange de Raphaël, monté comme l'étalon du cow-boy solitaire. Mais où l'avait-il ramassé? À l'université? Dans une réunion sur le racisme? Ou à la cafétéria? Est-ce qu'il faisait du stop? Qu'est-ce que ça peut faire? Il fait si chaud, mais il y a de l'eau, une carafe d'eau, une amphore d'eau, où se dessinent en bas-relief d'étranges motifs, et à côté une pilule. Non, la pilule, celle qui va l'envoyer dans ce monde que cet ange en mini-slip jaune citron appelle le pays de Huxley, le pays où l'index écrit sans bouger, le pays où les fleurs poussent sur les chênes desséchés, et, nom de Dieu, quelle érection gonfle son short. Chris Bradenton, as-tu jamais eu autant envie? As-tu jamais été aussi prêt pour l'amour? Viens te coucher, dis-tu à ce dos brun et lisse. Viens te coucher et fais-moi l'amour. Je te ferai l'amour ensuite, comme tu voudras. Et l'autre répond sans se retourner. Prends d'abord ta pilule, on verra ensuite. Il avale sa pilule, l'eau est fraîche dans sa gorge, et peu à peu tout devient étrange. Tout bascule, comme si la pièce n'avait plus aucun angle droit.
mais toujours un peu plus ou un peu moins de 90 degrés. Il regarde le ventilateur, posé sur la commode bon marché, puis son image dans le miroir, qui déforme son reflet. Son visage a l'air un peu noir et enflé, mais il ne s'inquiète pas. C'est seulement une pilule, seulement la pilule. Et il murmure. Merde, le grand voyage, et j'en ai tellement envie. Il se met à courir, et au début, il voit ses hanches lisses, où l'élastique du slip fait une petite marque, très bas. Puis ses yeux glissent sur son ventre plat et bronzé, sur cette magnifique poitrine sans un poil, sur ce cou où se dessinent de fins tendons. Ce visage, et c'est son visage que tu découvres, ravagé, férocement joyeux, pas le visage d'un ange de Raphaël, mais celui d'un démon de Goya, et dans chaque orbite vide apparaît la tête triangulaire d'une vipère. Il hurle, car il s'approche de toi, et il murmure. Le voyage, mon Minet, le grand voyage. Puis c'est le brouillard, des visages et des voix dont il ne se souvient pas, et c'est ici qu'il refait surface, dans la petite maison qu'il a construite de ses propres mains à la sortie de Mountain City. Car les temps ont changé, et la longue vague de révolte qui avait engouffré le pays s'est depuis longtemps retirée. Les jeunes Turcs sont maintenant presque tous de vieux canassons aux barbes poivre et sel, la cloison nasale trouée par la coque. Joli dégât, petit. Le garçon au slip jaune est depuis longtemps parti, et lui, Chris Bradenton, est encore un enfant, ou presque. Est-ce que je suis en train de crever? L'horreur de cette idée, la chaleur qui tourbillonne dans sa tête comme une tempête de sable. Tout à coup, sa respiration courte et saccadée s'arrêta, tandis qu'un bruit montait derrière la porte de la chambre. Au début, Bradenton pensa que c'était une sirène, les pompiers ou la police. Le bruit se rapprochait de plus en plus fort, et il pouvait entendre des pas lourds dans le couloir, dans le salon, des pas qui montaient l'escalier en pilonnant les marches. Il se redressa sur son oreiller, le visage déformé par un rictus de terreur, les yeux écarquillés, dessinant des cercles dans son visage noirci et enflé. Le bruit se rapprochait. Ce n'était plus une sirène, mais un hurlement aigu, un hurlement comme un cri qui ne pouvait sortir d'aucune gorge humaine, le cri d'un animal fabuleux ou de quelque noir charron qui venait lui faire traverser la rivière, l'emmener au pays des morts. Les pas s'approchaient droit vers lui, rapides. Les bottes usées faisaient gémir, craquer et protester sous leur poids le plancher du couloir derrière sa porte. Et tout à coup, Chris Bradenton sut qu'il était là. Il poussa un cri perçant quand la porte s'ouvrit violemment, quand l'homme au jean délavé se précipita à l'intérieur, son sourire assassin déchirant son visage comme une gerbe de poignard, son visage enjoué comme celui d'un Père Noël en folie, un seau de tôle galvanisé sur son épaule droite. « Yaouh !»« Non !» hurla Bradenton en se gouvrant le visage avec ses bras. « Non, non !» Le seau bascula et l'eau tomba, un instant suspendu dans la lumière jaune de la lampe, comme le plus gros diamant brut de l'univers, et au travers il vit le visage de l'homme noir, ce visage qui se réfléchissait en mille facettes, diable grimaçant, juste sorti des entrailles les plus sombres et puantes de l'enfer pour ravager la terre. Puis l'eau tomba sur lui, si froide que sa gorge enflée s'ouvrit toute grande un instant, faisant perler de grosses gouttes de sang sur ses parois, vidant ses poumons d'un seul coup, secouant son corps d'un énorme spasme qui envoya voler les couvertures au pied du lit. Son corps, qui se cassa en deux, se tordit, secoué par ces effroyables crampes qui le fouettaient, le mordaient comme des lévriers lancés en pleine course. Il hurlait, hurlait encore, puis il resta là, tremblant, son corps fiévreux trempé de la tête aux pieds, les tempes battantes, les yeux exorbités, et sa gorge à vif se referma, et désespérément il essaya de retrouver son souffle. Il frissonnait, tremblait de tous ses membres. « Je savais que ça te rafraîchirait, » dit joyeusement l'homme qu'il connaissait sous le nom de Richard Fry, qui posa le seau par terre. « Je savais que ça te ferait du bien, grand chef. Tu peux me remercier, mon bonhomme. Tu peux me remercier de m'occuper de toi. Est-ce que tu me dis merci? Tu peux pas parler? Oh, ça ne fait rien. Je sais que tu me dis merci dans le fond de ton cœur. Yaouh !» Il bondit comme Bruce Lee dans un film de kung-fu, genoux écartés, un instant suspendu juste au-dessus de Chris Bradenton, comme l'eau tout à l'heure, et son ombre fit comme une grosse tache sur le pyjama trempé de Bradenton, et il poussa un hurlement sans force.
puis les deux genoux retombèrent des deux côtés de sa cage thoracique, et l'entrejambe du jean de Richard Fry s'immobilisa à quelques centimètres de sa poitrine, comme une fourche, ses yeux de braise braqués sur Bradenton, comme deux torches perçant l'obscurité d'un donjon dans un roman d'épouvante. « Fallait que je te réveille, mon vieux. Je voulais pas que tu te fasses la malle sans qu'on ait pu se parler. »« Pousse-toi, fit Bradenton. « Mais je ne suis pas sur toi. Qu'est-ce que tu racontes ?» fit l'homme. « Je suis suspendu au-dessus de toi, comme le grand monde invisible. » Terrorisé, Bradenton haletait. Il roulait les yeux, essayait de ne plus voir ce visage enjoué et menaçant. « Faut qu'on se cause, mon vieux. Tu dois me donner des papiers, une voiture et les clés de la voiture. Tout ce que je vois dans ton garage, c'est une camionnette Chevrolet, et je sais qu'elle est à toi, mon minet. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? » « Les papiers peut pas parler. » Il respirait avec un bruit de vieille pompe. Ses dents claquaient comme des castagnettes. « Mais t'as intérêt à parler, dit Fry en montrant ses 2 pouces. Il les remua en leur faisant prendre des angles qui semblaient défier les lois de la biologie et de la physique. « Parce que si tu peux pas, je vais être obligé de t'arracher les mirettes, et il faudra que tu apprennes à trottiner en enfer avec un petit chien pour trouver ton chemin. » Il enfonça les pouces dans les yeux de Bradenton, qui s'écrasa sur son oreiller, secoué par un spasme de douleur. « Tu causes, et je te donne des pilules. Et même, je vais te tenir la tête pour te les faire avaler. Tu vas te sentir mieux, c'est des pilules qui vont tout arranger, tu vas voir. » Bradenton, qui maintenant tremblait autant de peur que de froid, essayait de parler entre 2 claquements de dents. « Papier, oh non, Randall Flagg, commode, en bas. » « Et la voiture ?» demanda l'homme. Bradenton essayait désespérément de réfléchir. Avait-il trouvé une voiture pour ce type ? C'était si loin, de l'autre côté de l'enfer du délire, et le délire semblait lui avoir bousillé la cervelle, brûlé les circuits de mémoire. Des pans entiers de son passé n'étaient plus qu'un amas de fils fumants, de relais noircis. Au lieu de la voiture que voulait le monstre, ce fut une image de sa première voiture qui lui vint à l'esprit, une Studebaker 53 qu'il avait peinte en rose avec un nez de fusée. Délicatement, Fry posa une main sur la bouche de Bradenton et de l'autre lui pinça les narines. Bradenton lança une ruade. La main de Fry laissait passer un curieux gargouillis. Fry retira ses 2 mains. « Alors, est-ce que tu te souviens mieux maintenant ?» Étrangement, c'était effectivement le cas. « La voiture !» Mais il s'arrêta, haletant comme un chien. Le monde se mit à chavirer, puis se stabilisa, et il put continuer. « Derrière la station-service, à la sortie route 51. »« Au nord ou au sud ?» demanda l'homme. « Au sud. »« Ouais, c'est ça, sud. Ouais, j'ai compris. Allez, continue, mon gars. »« Une bâche, buick, papier sur le volant. » Au nom Randall Flagg. Il s'arrêta, épuisé, incapable d'en dire plus, regardant Fry avec des yeux remplis d'un pauvre espoir. « Et les clés ?» demanda l'homme. « Sous le tapis. » Bradenton ne put en dire plus, car Fry pesait de tout son poids sur sa poitrine. Fly s'installa commodément, comme sur un gros coussin moelleux, et tout à coup Bradenton sentit ses poumons se vider. Il expulsa ce qui lui restait d'air en prononçant un seul mot. « Pitié !»« Merci beaucoup, » dit Richard Fry, alias Randall Flagg, avec un sourire très correct. « Dis-moi au revoir, Chris. » Incapable de parler, Chris Bradenton ne put que montrer le blanc de ses yeux dans ses orbites gonflées. « Faut pas m'en vouloir, » dit l'homme noir d'une voix douce. « C'est qu'il faut se dépêcher maintenant, le carnaval commence tôt cette année. Et on ouvre tous les manèges, tous les jeux de massacre, toutes les roues de la loterie. C'est mon soir de veine, Chris, je le sens très bien. Alors, pas de temps à perdre. » La station-service était à 3 kilomètres. Il était 3h15 du matin lorsqu'il y arriva. Le vent avait un peu monté et hurlait doucement dans la rue. En chemin, il avait vu les cadavres de 3 chiens et d'un homme. L'homme portait une sorte d'uniforme. Dans le ciel, les étoiles brillaient, dures et glacées, étincelles arrachées à la carapace de l'univers. La bâche qui recouvrait la buick était fixée au sol par des piquets. Le vent faisait battre la toile,
et quand Flag arracha les piquets, la bâche s'envola en cabriolant dans la nuit, comme un gros fantôme brun en direction de l'est. Mais lui, où s'en allait-il? Il était debout, à côté de la Buick, une 75 en très bon état. Climat exceptionnel pour les voitures par ici, pas d'humidité, pas de rouille. Il flairait la nuit d'été comme un coyote. Une odeur de désert, le genre d'odeur qu'on ne perçoit bien que la nuit. La Buick était seule intacte dans ce cimetière de voitures, île de Pâques dont les monolithes se dressaient dans le silence que seul troublait le vent. Un bloc moteur, un essieu, comme les haltères d'un monsieur muscle de banlieue. Un tas de pneus, où le vent jouait à pousser des cris de chouette, un pare-brise zébré de fissures, et beaucoup d'autres épaves. C'est dans ces paysages qu'il réfléchissait le mieux. Dans des paysages comme celui-ci, n'importe qui pouvait devenir Iago. Il s'éloigna de la Buick et caressa le capot défoncé de ce qui avait peut-être été une Mustang. « Hé, petite cobra, sais-tu qu'on va les crever tous ?» dit-il doucement. D'un coup de pied, il renversa un radiateur crevé, découvrant un nid de joyaux qui scintillait faiblement d'un feu tranquille. Rubis, émeraudes, perles, grosses comme des œufs d'oie, diamants comme des étoiles. Il fit claquer ses doigts, ils avaient disparu. Mais lui, où allait-il? Le vent gémit en entrant par la vitre cassée d'une vieille Plymouth, et des petites choses vivantes s'agitèrent à l'intérieur. Quelque chose d'autre s'agita derrière lui. Il se retourna, et c'était Chris Bradenton, dans un absurde slip jaune citron, son ventre de poète débordant par-dessus l'élastique, comme une avalanche figée en plein élan. Bradenton s'avançait vers lui, en marchant sur les débris d'une carcasse de voiture. Une lame de ressort lui transperça le pied, comme dans une crucifixion, mais la blessure ne saigna pas. Le nombril de Bradenton était un œil sombre. L'homme noir fit claquer ses doigts, et Bradenton s'évanouit. Il revint à la Buick avec un large sourire, posa le front sur la tôle du toit, du côté du passager. Le temps passa. Puis il se redressa, toujours souriant. Il savait. Il se glissa derrière le volant de la Buick, appuya plusieurs fois sur l'accélérateur et tourna la clé de contact. Le moteur se mit aussitôt à ronronner et l'aiguille de la jauge d'essence bascula à droite. Il recula, puis contourna la station-service, les pinceaux de ses phares accrochant un instant une autre paire d'émeraudes, puis les yeux inquiets d'un chat au milieu des mauvaises herbes devant la porte des toilettes des femmes. Dans la gueule du chat, le petit corps inerte d'une souris. Et quand il vit ce visage lunaire, grimaçant, qui le regardait par la fenêtre du conducteur, le chat laissa tomber sa proie et s'enfuit. Flag éclata de rire, un rire joyeux, celui d'un homme qui n'a pas de soucis en tête, mais des projets. Et lorsque le bitume de la piste de la station-service se confondit avec celui de la route, il tourna à droite et se mit à rouler en direction du sud. On avait laissé la porte ouverte entre le quartier de haute sécurité et le bloc de cellules qui s'étendait derrière. Les murs d'acier du couloir amplifiaient les sons, grossissaient les hurlements réguliers et monotones qui n'avaient pas cessé depuis le début de la matinée. Le cri montait, rebondissait sur les murs, montait encore, et Lloyd, vert de peur, se demandait s'il n'allait pas devenir complètement dingue. « Maman !» disait la voix rauque. « Maman !» Lloyd était assis en tailleur sur le sol de sa cellule. Ses deux mains étaient couvertes de sang. On aurait dit qu'il portait des gants rouges. La chemise de coton bleu clair de son uniforme de détenu était tachée de sang, car il s'était souvent essuyé les mains pour se donner une meilleure prise. Il était 10 heures du matin, le 29 juin. Vers 7 heures, Lloyd avait remarqué que le pied avant droit de son lit branlait un peu. Depuis ce moment, il essayait de dévisser les boulons qui le retenaient au sol et au chalis. Il n'avait que 10 doigts pour tout outil, et pourtant il avait déjà réussi à défaire 5 des 6 boulons. Ses doigts étaient maintenant en capilotade, une vraie saloperie ce dernier boulon. Mais Lloyd commençait à croire qu'il en viendrait peut-être à bout. Il n'avait plus que cette idée en tête. Le seul moyen pour ne pas paniquer, c'est de ne pas penser. « Maman !» Il sauta sur ses pieds, éclaboussant de sang le sol de sa cellule, et se colla contre les barreaux, les yeux exorbités. « Ta gueule, enculé! Ta gueule! Tu me rends cinglé !» Il y eut un long silence, que Lloyd savoura, comme il savourait autrefois un bon cheeseburger bien chaud chez McDonald's. Le silence est d'or. Il avait toujours cru que ce n'était qu'un dicton stupide, mais peut-être pas tant que ça. « Maman !»
La voix revenait, remontait la gorge d'acier, aussi lugubre qu'une corne de brume. « Nom de Dieu !» murmura Lloyd. « Putain de Dieu ! Ta gueule ! Ta gueule, espèce de foutu con !»« Maman !» Lloyd revint à son pied de lit et l'attaqua sauvagement, essayant d'oublier cette douleur dans ses doigts, cette panique dans sa tête. Au moins, s'il avait eu quelque chose pour faire levier. Il essayait de se souvenir du jour où il avait vu son avocat pour la dernière fois. Ces choses-là s'embrouillaient très vite dans la tête de Lloyd, qui retenait la chronologie de son passé à peu près aussi bien qu'une passoire retient l'eau. 3 jours, oui. Le jour après que cet enfoiré de Mathers lui avait écrabouillé les couilles. Le gardien était venu le chercher pour le conduire au parloir, et Shockley était encore devant la porte. Shockley avait ouvert sa grande gueule. « Tiens, voilà le gros connard, le tas de merde. Qu'est-ce que tu racontes, tas de merde? Quelque chose à dire de rigolo ?» Puis Shockley avait éternué, en faisant exprès de lui envoyer sa morve en plein dans la cafetière. « Tiens, v'là ta ration de microbes, tas de merde. Tout le monde a eu sa part, et je suis généreux. En Amérique, même les pourritures comme toi ont le droit d'avoir leur part. » Quand il était entré dans le parloir, Devins avait l'air d'un type qui essaye de cacher une bonne nouvelle, au cas où ça finirait tout de même par tourner mal. Le juge qui devait s'occuper de l'affaire de Lloyd était au pieu, avec une grippe. 2 autres juges étaient malades eux aussi, la grippe ou autre chose, si bien que les autres gros culs étaient complètement débordés. Peut-être un ajournement. « Toucher du bois », lui avait dit l'avocat. « Et quand est-ce qu'on va savoir » avait demandé Lloyd. « Sans doute pas avant la dernière minute » avait répondu Devins. « Je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. » Mais Lloyd ne l'avait pas revu depuis. Et maintenant, à bien y penser, il se souvenait que l'avocat avait la goutte au nez. « Aïe !» Lloyd se mit les doigts de la main droite dans la bouche et sentit le goût de son sang. Mais cette saloperie de boulon avait un peu bougé, ce qui voulait dire qu'il allait sûrement finir par l'avoir. Et cet emmerdeur de gueulard au bout du couloir n'allait plus le déranger, au moins pas autant. Il allait l'avoir, ce boulon, ensuite il n'aurait plus qu'à attendre. Lloyd s'assit pour se reposer, les doigts dans la bouche. Quand il aurait fini, il déchirerait sa chemise pour se faire un pansement. « Maman !»« Oh, tu veux que je te dise ce que tu devrais faire avec ta mère ?» grommela Lloyd. Ce soir-là, le soir du jour où il avait parlé à Devins pour la dernière fois, ils avaient commencé à faire sortir les détenus malades, à les porter plutôt, parce qu'ils évacuaient seulement ceux qui étaient déjà plutôt mal foutus. L'homme qui occupait la cellule de droite de celle de Lloyd, Trask, lui avait dit que la plupart des gardiens avaient l'air d'avoir leur compte et qu'on pourrait peut-être en profiter. « Et comment » avait demandé Lloyd. « Je ne sais pas » avait répondu Trask, un petit maigre avec un visage allongé de lévrier. Il attendait son procès au quartier de haute sécurité, vol à main armée. « Un ajournement, quelque chose, je sais pas trop » avait-il ajouté. Trask avait planqué 6 joints sous son mince matelas. Il en avait donné 4 à un maton qui semblait encore assez en forme pour lui dire ce qui se passait dehors. Le gardien lui avait raconté que tout le monde foutait le camp de Phoenix, beaucoup de malades. Les gens crevaient comme des mouches. Le gouvernement disait qu'un vaccin serait bientôt prêt, mais tout le monde savait que c'était un bobard. En Californie, des tas de radios donnaient des nouvelles qui foutaient plutôt la trouille. La loi martiale, des barrages, des types avec des armes automatiques qui pillaient partout, des dizaines de milliers de morts. Et le gardien avait ajouté qu'il ne serait pas surpris si c'était encore un coup des communistes, qu'ils avaient sûrement mis quelque chose dans l'eau. Le gardien avait expliqué qu'il se sentait bien, mais qu'il allait mettre les bouts dès qu'il aurait terminé son service. Il avait entendu dire que l'armée allait fermer la nationale 17, l'autoroute 10 et la nationale 80 avant le matin. Il avait décidé de partir avec sa femme et son mouflet, d'embarquer tout ce qu'il pouvait trouver comme nourriture et de rester dans les montagnes jusqu'à ce que les choses se tassent. Il avait une petite maison là-haut, et si quelqu'un s'avisait de s'approcher à moins de 30 mètres, il lui flanquerait une balle dans la tête. Le lendemain matin, Trask était enrhumé et disait qu'il avait la fièvre. Il avait tellement la trouille qu'il débloquait complètement, se souvint Lloyd en se suçant les doigts. Il hurlait à tous les gardiens qui passaient de le sortir de son trou avant qu'il soit vraiment malade. Pas un gardien ne l'avait regardé, ni lui ni les autres détenus, maintenant aussi nerveux que des lions affamés dans un zoo. C'est à ce moment-là que Lloyd avait commencé à avoir peur. Normalement, il y avait une vingtaine de matons en permanence. Alors comment ça se faisait qu'on ne voyait plus que 4 ou 5 gueules différentes de l'autre côté des barreaux? Ce jour-là, le 27, Lloyd avait commencé à ne manger que la moitié des rations qu'on lui passait sous sa grille.
Il avait gardé le reste, vraiment pas beaucoup, sous son matelas. Hier, Trask avait eu des convulsions. Sa gueule était devenue noire comme du charbon, et il était mort. Lloyd aurait eu bien envie de prendre ce qui restait de son déjeuner, mais la gamelle était trop loin. Hier après-midi, il y avait encore quelques gardiens, mais ils n'évacuaient plus les malades. Peut-être que tout le monde était en train de crever à l'infirmerie et que le directeur avait décidé que ça ne valait plus la peine. Personne n'était venu chercher le cadavre de Trask. Lloyd avait fait la sieste jusque tard dans l'après-midi d'hier. Lorsqu'il s'était réveillé, les couloirs étaient complètement vides. On ne leur avait pas donné à manger pour le dîner, et cette fois on se serait vraiment cru dans la cage aux lions du zoo. Lloyd n'avait pas suffisamment d'imagination pour se demander à quel point les choses auraient été pires si toutes les cellules avaient été pleines. Il ne savait pas à combien avaient encore la force de gueuler pour qu'on leur donne à bouffer, mais à cause de l'écho, on aurait dit qu'ils étaient nombreux. Tout ce que Lloyd savait, c'est que Trask attirait les mouches dans la cellule de droite et que celle de gauche était vide. L'ancien locataire, un jeune noir qui ne disait que des conneries, avait essayé de piquer le sac à main d'une petite vieille, mais il l'avait tuée. On l'avait emmené à l'infirmerie quelques jours plus tôt. En face, il pouvait voir 2 cellules vides et les pieds d'un type qui avait tué sa femme et son beau-frère au cours d'une partie de poker. Les pieds se balançaient en l'air. Apparemment, le type s'était zigouillé avec sa ceinture, ou bien avec son pantalon, si on lui avait enlevé sa ceinture. Tard dans la soirée, quand les lumières s'étaient allumées toutes seules, Lloyd avait mangé une partie des faillots qu'il gardait depuis 2 jours. Ils avaient un sale goût, mais tant pis. Il les avait fait descendre avec de l'eau, qu'il avait prise dans la cuvette des chiottes, puis il s'était assis sur son lit, le menton sur les genoux, maudissant Poc de l'avoir foutu dans ce merdier. Tout était de la faute de Poc. Tout seul, Lloyd n'aurait jamais eu assez d'ambition pour se lancer dans des trucs pareils. Et peu à peu, les rugissements des détenus s'étaient finalement calmés, et Lloyd pensa qu'il n'était sans doute pas le seul à avoir mis un peu de bouffe de côté, au cas où. Mais il ne lui en restait plus beaucoup. S'il avait su, il en aurait gardé davantage. Il sentait qu'il y avait quelque chose au fond de sa tête, quelque chose qu'il ne voulait pas voir, quelque chose qui se cachait derrière de grands rideaux noirs, et on ne voyait que 2 pieds. Des pieds de squelette, mais pas la peine d'en voir plus. Le squelette s'appelait mort de faim. « Oh non, dit Lloyd, quelqu'un va venir, c'est sûr et certain, aussi sûr que la merde colle au cul. » Mais il se souvenait sans cesse du lapin. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait gagné ce lapin dans sa cage, à la tombola de l'école. Son père ne voulait pas qu'il le garde, mais Lloyd l'avait finalement persuadé qu'il s'en occuperait, qu'il le nourrirait avec son argent de poche. Il adorait ce lapin, et il s'en était occupé, au début. Le problème, c'est que Lloyd avait tendance à oublier les choses au bout de quelque temps. Il avait toujours été comme ça. Et un jour, alors qu'il se balançait assis sur le pneu suspendu à une branche de l'érable malade, derrière leur petite maison minable de Marathon en Pennsylvanie, il s'était réveillé tout à coup et s'était souvenu du lapin. Il n'y pensait plus depuis peut-être plus de 2 semaines. Il l'avait complètement oublié. C'était un jour d'été, comme celui-ci. Aussitôt, il était allé voir dans le petit hangar derrière la grange. Et quand il était entré dans le hangar, l'odeur fade du lapin l'avait frappé en plein visage, comme une énorme gifle. Sa fourrure qu'il aimait tant caresser était ébouriffée, toute sale. Des asticots blancs grouillaient dans ses orbites, où brillaient autrefois des jolis petits yeux roses. Ses pattes étaient complètement déchiquetées, couvertes de sang. Lloyd avait essayé de se dire que si les pattes du lapin étaient couvertes de sang, c'est parce qu'il avait essayé de s'échapper de sa cage en grattant, que c'était sûrement comme ça qu'il s'était fait mal. Mais une petite voix grinçait quelque part dans sa tête, dans un coin sombre et malade de son cerveau, une petite voix qui lui disait que le lapin, sur le point de mourir de faim, avait peut-être essayé de se manger. Lloyd avait ramassé le lapin et l'avait enterré dans un trou profond, toujours dans sa cage. Son père ne lui avait jamais demandé ce qu'était devenue la petite bête, peut-être même avait-il oublié que son fils avait eu un lapin. Lloyd n'était pas terriblement intelligent, mais c'était un monstre de l'intellect à côté de son père. Lloyd n'avait jamais oublié. Depuis toujours, il faisait des rêves, et la mort du lapin lui avait donné de terribles cauchemars. Et maintenant, assis sur son lit, le menton sur les genoux, l'image du lapin lui revenait. Une image qui lui disait que quelqu'un allait venir, que quelqu'un allait sûrement venir le libérer. Il n'avait pas attrapé cette grippe, le grand voyage, comme on l'appelait, il avait seulement faim. Comme son lapin avait eu faim, exactement comme lui. Il s'était endormi un peu après minuit, et ce matin, il s'était mis à travailler sur le pied de son lit.
Et maintenant, à voir ses doigts sanglants, il pensait avec une horreur toute fraîche aux pattes de ce petit lapin de son enfance, ce lapin à qui il n'avait pas voulu de mal. À 1 heure de l'après-midi, le 29 juin, le pied du lit était défait. Le boulon avait finalement cédé, avec une facilité étonnante, et le pied était tombé par terre. Lloyd l'avait regardé, se demandant pour quelle raison il avait voulu le défaire. Il mesurait près d'1 mètre. Il le prit à 2 mains, et se mit à cogner furieusement sur les barreaux d'acier. « Hé !» hurla-t-il, en faisant sonner les barreaux comme des gongs. « Hé ! Je veux sortir ! Je veux sortir d'ici, bon Dieu ! Vous m'entendez ?» Il s'arrêta et écouta l'écho s'éteindre. Un instant, ce fut le silence total, puis monta de l'autre côté de la porte laissée ouverte, la réponse rauque, la voix perdue dans son rêve. « Maman ! Je suis ici, en bas ! Maman !»« Oh, putain de Dieu !» hurla Lloyd, et il jeta le pied de lit dans un coin. Il s'était battu pendant des heures, ses doigts étaient en compote, et tout ce qu'il avait réussi à faire, c'était de réveiller ce con. Il s'assit sur son lit, souleva le matelas, et prit un bout de pain rassis. Il pensa un instant y ajouter quelques dattes, se dit qu'il ferait mieux de les garder, puis il les prit quand même. Il les mangea une par une, en grimaçant, gardant le pain pour la fin, pour enlever ce goût poisseux de sucre. Quand il eut terminé ce semblant de repas, il s'approcha machinalement de la grille qui formait le côté droit de la cellule. Il regarda à ses pieds et étouffa un cri de dégoût. Trask était étendu sur son lit, les pieds à terre. Les jambes de son pantalon avaient un peu remonté, découvrant ses chevilles au-dessus des pantoufles de papier qu'on donnait aux détenus. Un gros rat, aux poils luisants, était en train de bouffer la jambe de Trask, sa répugnante queue rose sagement enroulée autour de son corps gris. Lloyd alla ramasser le pied de lit dans l'autre coin de sa cellule, puis il revint devant les barreaux, attendit un moment, se demandant si le rat allait le voir, et décidait qu'il vaudrait mieux aller faire un tour ailleurs. Mais le rat lui tournait le dos, et pour autant que Lloyd puisse en juger, ne se doutait pas de sa présence. Lloyd évalua la distance. Le pied de lit était assez long. « Ah !» grogna Lloyd, et le coup partit. La barre de fer écrasa le rat contre la jambe de Trask, qui tomba de son lit, raide comme un piquet. Le rat gisait sur le côté, complètement sonné, mais il respirait encore. Il y avait quelques petites perles de sang sur ses moustaches. Ses pattes de derrière bougeaient, comme si sa cervelle de rat lui disait de foutre le camp, mais que les signaux se soient brouillés quelque part le long de sa moelle épinière. Lloyd lui donna un autre coup. Cette fois, le rat ne bougea plus. « Ça t'apprendra, saloperie !» dit-il. Lloyd posa la barre de fer par terre et revint en titubant vers son lit. Il avait chaud, il avait peur, il aurait voulu pleurer. Il regarda encore une fois derrière lui. « T'as compris maintenant, tu te tiens tranquille, saloperie d'ordure de merde !»« Maman !» lui répondit joyeusement la voix. « Oh, ta gueule, je suis pas ta mère. Ta mère fait des pipes au bordel de trou du cul dans l'Indiana, si tu veux savoir. »« Maman !» refit la voix. Puis ce fut le silence. Et Lloyd se mit à pleurer en se frottant les yeux avec les poings comme un petit garçon. Il voulait un steak, il voulait parler à son avocat, il voulait sortir d'ici. Longtemps plus tard, il s'allongea, se mit un bras sur les yeux et se masturba. Un moyen comme un autre de trouver le sommeil. Quand il se réveilla, il était 5 heures du matin et le quartier haute sécurité était silencieux comme une tombe. Lloyd sortit de son lit, qui penchait maintenant du côté où le pied manquait. Il prit la barre de fer, se prépara mentalement à entendre hurler « Maman !» et se mit à taper à tour de bras sur les barreaux, comme pour appeler un régiment à la bouffe. La bouffe, parlez-moi d'un mot plus joli que ça. Une grande tranche de jambon, des pommes de terre, des petits pois, un grand verre de lait pour faire passer tout ça, et une grosse glace à la fraise pour le dessert. Oh oui, la bouffe, rien de plus chouette. « Y a personne ici !» hurla-t-il. Mais sa voix se brisa, pas de réponse. Pas même un « maman ». Au point où il en était, il aurait même peut-être préféré que l'autre se remette à gueuler. La compagnie d'un fou était quand même préférable à la compagnie des morts. Lloyd laissa tomber la barre de fer, qui s'écrasa par terre dans un bruit assourdissant. Il tituba vers son lit, retourna le matelas et fit ses comptes. Encore 2 bouts de pain, encore 2 poignées de dattes, une côte de porc à moitié rongée et une rondelle de mortadelle. Il déchira en 2 la rondelle de mortadelle et mangea la plus grosse des 2 moitiés, ce qui ne fit que lui aiguiser l'appétit, un appétit qui montait comme du lait sur le feu. « Non, pas plus !» murmura-t-il.
et il engloutit aussitôt le reste. Puis il se traita de tous les noms. Quelques larmes encore. Il allait crever dans ce trou, comme son lapin avait crevé dans sa cage, comme Trask avait crevé dans la sienne. Trask. Il leva un long regard pensif dans la cellule de Trask, vit les mouches tourner, atterrir, décoller. La tronche de Trask, on aurait dit une vraie piste d'atterrissage à mouches. Finalement, après bien des hésitations, Lloyd prit son pied de lit, s'approcha des barreaux. En se mettant sur la pointe des pieds, il put tout juste toucher le cadavre du rat, le rapprocher de sa cellule. Quand il fut assez près, Lloyd se mit à genoux et tira le rat vers lui. Il le prit par la queue, le regarda une bonne minute se balancer devant ses yeux, puis il le glissa sous son matelas pour que les mouches n'y touchent pas, un peu à l'écart de ce qui restait de ses provisions de bouffe. Il regarda longtemps le rat avant de laisser le matelas retomber sur lui, heureux de ne plus le voir. « Au cas où, murmura Lloyd dans le silence. « Au cas où, c'est tout. » Puis il grimpa à l'autre extrémité du lit, ramassa ses genoux sous son menton et attendit. La pendule du bureau du shérif marquait 9h moins 22 lorsque les lumières s'éteignirent. Nick Andros lisait un livre qu'il avait été chercher chez le marchand de journaux. L'histoire d'une gouvernante qui se croyait dans un manoir hanté. Il n'était pas encore arrivé à la moitié du roman, mais il savait déjà que le fantôme était en réalité la femme du châtelain, probablement enfermée dans le grenier et folle alliée. Quand les lumières s'éteignirent, Nick sentit son cœur bondir dans sa poitrine, et une voix lui murmura quelque chose au fond de sa tête. Une voix sortie de ce lieu obscur où se tapissaient les cauchemars qui maintenant le hantaient chaque fois qu'il s'endormait. « Il vient te chercher, il est à la porte, il te guette dans la nuit, l'homme qui se cache, l'homme en noir. » Il laissa tomber le livre sur le bureau et sortit dans la rue. Il ne faisait pas encore complètement nuit, mais le soleil avait disparu sous l'horizon. Tous les lampadaires étaient éteints, de même que les tubes au néon de la pharmacie qui étaient restés allumés jour et nuit. Le léger bourdonnement que faisaient les boîtes de distribution perchées au sommet des poteaux électriques s'était arrêté lui aussi. Nick s'en assura en posant la main sur un poteau. Il ne sentit rien que le bois. La vibration, qui était sa manière à lui d'entendre un bruit, avait cessé. Il y avait des bougies dans un placard au fond d'une boîte. Nick les avait vues, mais cette idée ne le rassura guère. Tourné vers l'ouest, il se mit à supplier silencieusement le soleil de ne pas l'abandonner, de ne pas le laisser seul dans la noirceur de ce cimetière. Mais le soleil s'en était allé. À 9h10, les dernières lueurs disparurent dans le ciel. Nick rentra dans le bureau et chercha à tâtons le placard où se trouvaient les bougies. Il cherchait encore la boîte quand la porte s'ouvrit brusquement derrière lui. Ray Booth entra en titubant, le visage noirci et enflé, sa bague rouge scintillant sur son doigt. Il était resté couché dans les bois à la sortie de la ville depuis la nuit du 22 juin, une semaine plus tôt. Le matin du 24, il s'était senti malade, et ce soir, la faim et la peur l'avaient poussé à sortir de sa cachette. Il n'y avait plus personne en ville, à part ce sale muet qui l'avait mis dans ce pétrin. Il l'avait vu traverser la place, le pistolet du shérif à la ceinture, fier comme un paon, comme s'il avait été le maître de cette ville où Ray avait vécu presque toute sa vie. Ouais, il se prenait vraiment pour un caïd. Ray se doutait bien qu'il allait mourir de cette saloperie qui avait emporté tous les autres. Mais d'abord, il allait régler son compte à ce petit con qui se prenait pour un autre. Nick lui tournait le dos, et il ignorait qu'il n'était plus seul dans le bureau du shérif Baker, quand 2 mains se refermèrent sur son cou. Il lâcha la boîte qu'il venait de trouver, et les bougies roulèrent par terre. Il avait déjà presque perdu connaissance lorsqu'il parvint à surmonter sa panique, convaincu cette fois que la créature noire de ses rêves était sortie de son repère, se trouvait là, derrière lui serrait le cou avec ses griffes couvertes d'écailles. Instinctivement, il essaya de desserrer cette étreinte qui l'étouffait. Une haleine chaude lui frappait l'oreille droite, un souffle qu'il pouvait sentir mais pas entendre. Un court instant, il put reprendre sa respiration avant que les 2 mains ne se referment comme un étau. Les 2 hommes luttaient dans le noir comme 2 danseurs invisibles. Ray sentait ses forces l'abandonner, des coups sourds résonnaient dans sa tête. S'il ne venait pas à bout du muet tout de suite, il n'y arriverait jamais. Il rassembla ce qui lui restait d'énergie et serra tant qu'il put le cou osseux de son adversaire. Nick sentit le monde chavirer. La douleur, aiguë tout à l'heure, était maintenant lointaine, presque agréable. Il écrasa le pied de Ray avec son talon et le poussa en pesant de tout son poids.
Ray dut faire un pas en arrière, il marcha sur une bougie, elle roula sous lui et il tomba à la renverse, entraînant Nick dans sa chute. Ses mains lâchèrent prise. Nick roula sur le côté, tout semblait flotter très loin, sauf cette douleur lancinante dans sa gorge. Il sentait le goût du sang dans le fond de sa bouche. La silhouette qui l'avait attaqué essayait de se relever. Nick se souvint du revolver, il était toujours là, mais il était coincé dans son étui. Pris de panique, Nick tira de toutes ses forces, et le coup partit tout seul, et la balle traça un sillon le long de sa jambe avant de s'incruster dans le plancher. La silhouette tomba sur lui comme une masse. Nick sentit ses poumons se vider, puis deux énormes mains blanches foncèrent sur son visage, 2 pouces s'écrasèrent sur ses yeux. À la lumière de la lune, Nick vit un éclair rouge sur l'une des mains, et il cria silencieusement dans le noir. Il essayait toujours de sortir son revolver, à peine s'il avait senti la brûlure de la balle le long de sa cuisse. L'un des pouces de Ray se planta dans l'œil droit de Nick. Une douleur fulgurante lui traversa la tête. D'un coup, il parvint enfin à sortir le pistolet de son étui. Le pouce de Ray, calleux et dur comme de la pierre, écrasait l'œil de Nick comme une meule. Nick poussa un cri informe, une sorte de râle rauque, et planta le revolver dans le ventre de Ray. Il appuya sur la détente, et le revolver fit un bruit assourdi que Nick sentit comme un violent recul. Le canon s'était pris dans la chemise de Ray. Nick vit un éclair, et un instant plus tard sentit une odeur de poudre, de toile roussie. Ray se raidit, puis s'effondra sur lui. Pleurant de souffrance et de terreur, Nick écarta le poids qui l'écrasait, rampa sous cette énorme masse pour se dégager, une main sur son œil blessé. Il resta longtemps allongé par terre, la gorge en feu. Une atroce douleur lui taraudait les tempes. Il finit par trouver une bougie par terre, et il l'alluma avec le briquet qui se trouvait sur le bureau. À la lumière tremblotante de la flamme, il vit Ray à plat ventre sur le plancher, comme une baleine échouée sur une plage. Le revolver avait fait un gros cercle noir sur sa chemise. Il y avait du sang partout. L'ombre de Ray s'allongeait jusqu'au mur dans la lumière incertaine de la bougie, une ombre énorme, informe. Gémissant de douleur, Nick se dirigea en titubant vers la petite salle de bain, la main toujours collée sur l'œil, puis se regarda dans le miroir. Il vit du sang suinter entre ses doigts et retira sa main. Il n'en était pas sûr, mais il croyait bien que le sourd-muet était maintenant borgne. Nick revint dans le bureau et donna un coup de pied au cadavre inerte de Ray. « Tu m'as eu, dit-il au cadavre en pensée. D'abord mes dents, maintenant mon œil, t'es content, hein? Tu m'aurais crevé les 2 yeux si t'avais pu. Pour me laisser comme ça, sourd, muet et aveugle, dans le monde des morts. Hein, t'es content ?» Il donna un autre coup de pied à Ray et eut envie de vomir quand il sentit sa chaussure s'enfoncer dans ce tas de viande. Un peu plus tard, il s'assit sur le lit, la tête dans les mains. Dehors, la nuit était noire. Dehors, les lumières du monde avaient toutes disparu. Pendant longtemps, pendant des jours, mais combien de jours, qui aurait pu le savoir? Certainement pas la poubelle en tout cas. Donald Merwin Elbert, connu sous le nom de La Poubelle depuis l'époque confuse et lointaine où il usait ses fonds de culotte sur les bancs de l'école, avait erré dans les rues de Powhtanville, dans l'Indiana, fuyant ces voix qui résonnaient dans sa tête, esquivant des coups imaginaires, les mains levées pour se protéger des pierres que lui lançaient ses fantômes. « Hé, la poubelle! Hé, poubelle, tu m'entends? T'as encore fait du feu cette semaine? Qu'est-ce qu'elle a dit, la vieille Sample, que tu as brûlé son chèque de pension? Hé, la poubelle! Tu veux pas acheter un peu d'essence? Et les électrochocs, tu crois pas que ça te ferait du bien, hein, la poubelle? Hé, la poubelle! » Il savait parfois que ces voix n'étaient pas réelles, mais parfois il hurlait pour les faire s'arrêter, comprenait alors que la seule voix était la sienne qui lui revenait, renvoyée par les murs des maisons, le mur du lavoto où il travaillait autrefois, où il était assis maintenant, ce matin du 30 juin, dévorant un gros sandwich dégoulinant de confiture, de tomates et de moutarde. Pas de voix, sauf la sienne, qui rebondissait sur les murs des maisons hostiles, car il n'y avait plus personne à Powhtanville. Tout le monde était parti. Tout le monde? On lui avait toujours dit qu'il était fou, et c'était bien une idée de fou que de penser qu'il n'y avait plus personne dans sa ville, sauf lui. Mais il ne pouvait détourner les yeux des réservoirs d'essence à l'horizon, énormes, blancs, ronds, comme des nuages bas. Il se dressait entre Powhtanville et la route qui menait à Gary, puis à Chicago.
Il savait ce qu'il avait envie de faire, et que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas bien du tout, mais ce n'était pas un rêve, et il n'allait pas pouvoir s'en empêcher. « Hé, la poubelle, tu t'es brûlé les doigts? Et tu sais pas qu'on fait pipi au lit quand on joue avec le feu ?» Il crut que quelque chose arrivait sur lui en sifflant. Il poussa un petit cri et leva les deux mains pour se protéger, le cou rentré dans les épaules, laissant son sandwich rouler dans la poussière. Mais il n'y avait rien, il n'y avait personne. Derrière le mur du lave-auto, il n'y avait que la route 130, celle de Gary, celle qui passait d'abord devant les énormes réservoirs de la Cherry Oil Company. Il ramassa son sandwich en pleurnichant, enleva de son mieux la terre qui couvrait le pain blanc et se remit à manger. Était-ce un rêve? Autrefois, il avait eu un père. Le shérif l'avait abattu en pleine rue, devant l'église méthodiste. Depuis, il lui avait fallu vivre avec ce souvenir. « Hé, la poubelle! Le shérif Grillet a flingué ton vieux, comme un chien enragé. T'es au courant, enfoiré de mes deux !» Son père était allé boire au bar O'Toole. Une dispute. Wendell Elbert était armé, et il avait tué le barman, puis il était rentré chez lui. Il avait tué les deux frères aînés de la poubelle, sa sœur aussi. Oh, Wendell Elbert était un drôle de type, très mauvais caractère, et il y avait longtemps que ça ne tournait pas très rond dans sa tête. Tout le monde le savait à Powhtanville, et tout le monde disait aussi tel père, tel fils. Il aurait tué la mère de la poubelle si Sally Elbert ne s'était pas enfuie en hurlant dans la nuit, son petit Donald, plus tard connu sous le nom de la poubelle, dans les bras. Il avait alors 5 ans. Debout en haut de l'escalier, Wendell avait tiré sur eux. Les balles sifflaient et ricochaient sur le bitume de la route, et la dernière fois que Wendell a tiré, le pistolet bon marché qu'il avait acheté à un nègre, dans un bar de Chicago, avait explosé entre ses mains. Les éclats de métal lui avaient arraché presque toute la figure. Il était descendu dans la rue, du sang plein les yeux, hurlant de douleur, brandissant ce qui restait de son pauvre revolver, le canon bourgeonnant comme un champignon, fendu comme un cigare de farce et attrape. Au moment où il arrivait devant l'église méthodiste, le shérif Grillet était arrivé à bord de l'unique voiture de patrouille de Powhtanville. Il lui avait donné l'ordre de ne plus bouger et de lâcher son arme, mais Wendell Elbert avait pointé son pistolet sur le shérif. Grillet n'avait pas vu qu'il était hors d'usage, ou n'avait pas voulu le voir. De toute façon, le résultat était bien le même. Il avait descendu Wendell du premier coup. « Hé, la poubelle! T'as déjà foutu le feu à ta bite ?» Il se retourna pour voir qui lui parlait. On aurait dit Carley Yates, ou un des gars qui traînait avec lui du temps qu'il était gosse. Sauf que Carley n'était plus un gosse, pas plus que la poubelle. Peut-être qu'on allait finir par l'appeler Don Elbert maintenant, au lieu de la poubelle, comme Carley Yates s'appelait Carley Yates, le concessionnaire Chrysler Plymouth. Sauf que Carley Yates était parti, que tout le monde était parti, et qu'il était peut-être trop tard pour qu'on ne l'appelle plus la poubelle. Maintenant, il n'était plus assis contre le mur du lave-auto. Il était à près de 2 kilomètres au nord-ouest de la ville. Il marchait sur la route 130. Et la ville de Powhtanville s'étendait en contrebas comme un village miniature. Les réservoirs n'étaient plus qu'à 1 kilomètre. Il avait une boîte à outils dans une main, un bidon d'essence dans l'autre. « Non, je n'ai pas bien, mais... » Une fois Wendell Elbert enterré, Sally Elbert avait trouvé un boulot au café du coin. Et c'est alors que son dernier petit poussin, Donald Merwin Elbert, avait commencé à mettre le feu dans les poubelles des gens. Il était en 12e ou en 11e. « Attention les filles, la poubelle va venir vous brûler les jupes. Il est fou !» Et ce n'est que l'année suivante que les grands avaient découvert qu'il foutait le feu partout. Le shérif était venu, le bon vieux shérif Grillet, et c'était comme ça que l'homme qui avait abattu son père devant l'église méthodiste avait fini par devenir son beau-père. « Hé, Carley, une devinette. Comment est-ce que ton père peut tuer ton père ? » ?»« Moi, je sais pas, dis-moi. »« Mais je ne sais pas moi non plus, mais il suffit de demander à la poubelle. »« Ha ha !» Il arrivait devant l'allée de gravier. Ses épaules lui faisaient mal à cause du poids de la boîte à outils et du bidon. Sur la grille, une pancarte. « Cherry Petroleum Company. Tous les visiteurs doivent se présenter au bureau. Merci. » Il y avait quelques voitures dans le parking, mais pas beaucoup. La plupart avaient leurs pneus à plat. La poubelle remonta l'allée et se faufila derrière la grille restée entr'ouverte. Ses yeux, bleus et vides, étaient fixés sur l'escalier de fer qui montait en tournant autour du premier réservoir jusqu'en haut. Une chaîne à laquelle pendait une autre pancarte barrait l'entrée de cet escalier. « Entrée interdite, station de pompage fermée. » Il enjamba la chaîne et commença à monter.
Ce n'était pas juste que sa mère se marie avec le shérif Grillet. En 9e, il avait commencé à mettre le feu dans les boîtes à lettres. C'était l'année où il avait brûlé le chèque de pension de la vieille Madame Semple, et il s'était encore fait pincer. Sally Elbert Grillet avait piqué une crise le jour où son nouveau mari lui avait parlé d'envoyer le garçon à l'asile de Terre Haute. « Tu dis qu'il est fou ? Mais comment tu veux qu'un petit gars de 10 ans soit fou ? Tu veux seulement te débarrasser de lui. Tu t'es débarrassé de son père, et maintenant tu veux te débarrasser de lui. » Grillet n'avait eu d'autre choix que de porter plainte contre le petit. Mais on ne peut pas envoyer un enfant de 10 ans en maison de correction, à moins de vouloir le voir sortir de là, avec le cul en trompette, à moins de vouloir que votre nouvelle femme divorce aussi sec. Il montait, montait. Ses semelles faisaient résonner les marches de fer. Les voies étaient restées en bas, et personne ne pouvait lui lancer de pierre à cette hauteur. Sur le parking, les voitures ressemblaient à des jouets. Seul le vent lui parlait encore tout bas à l'oreille, gémissant dans une prise d'air. Et puis, très loin, l'appel d'un oiseau. Les arbres et les champs s'étendaient à perte de vue, dans toutes les nuances de vert, légèrement bleutées par la brume du petit matin. Il souriait maintenant, heureux, en montant l'escalier de fer, toujours plus haut. Lorsqu'il arriva au sommet du réservoir, une plateforme circulaire, il crut toucher le ciel, comme si en levant le bras, il allait gratter avec ses ongles la craie bleue de tout le ciel. Il posa le bidon et la boîte à outils, puis regarda autour de lui. On pouvait voir Gary, car les cheminées des usines ne fumaient plus, et l'air était aussi clair là-bas qu'ici. Chicago, noyé dans un brouillard d'été, comme dans un rêve, et un éclat de lumière, très loin au nord, peut-être le lac Michigan, ou rien du tout. L'air avait une odeur douce, dorée, qui lui fit penser à un petit déjeuner paisible dans une cuisine inondée de soleil. Bientôt tout allait s'embraser. Avec sa boîte à outils, il se dirigea vers le poste de pompage. Les machines n'avaient pas de secret pour lui. Il comprenait la mécanique comme certains idiots savants sont capables de multiplier et de diviser mentalement des nombres de 7 chiffres. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il laissait ses yeux errer ici et là, puis ses mains se mettaient à travailler, sûres de ce qu'elles allaient faire. « Hé, la poubelle, pourquoi t'as foutu le feu à l'église ? Pourquoi t'as pas foutu le feu à l'école ?» En 8e, il avait mis le feu dans le salon d'une maison abandonnée à Sedley, la petite ville voisine. La maison avait brûlé de fond en comble. Son beau-père, le shérif Grillet, avait dû le mettre au frais parce qu'une bande de mômes lui avait cassé la gueule et que les grands voulaient s'y mettre eux aussi. « Tu parles, s'il n'avait pas plu, cette espèce de cinglé aurait brûlé la moitié de la ville. » Grillet avait dit à Sally qu'il fallait envoyer Donald à Terre Haute pour qu'on lui fasse passer des tests. Et Sally lui avait répondu qu'elle l'abandonnerait s'il faisait ça à son petit poussin, le seul qui lui restait, mais Grillet avait tenu bon. Le juge avait signé les papiers, et la poubelle n'avait pas revu Powhatan-ville pendant quelque temps, pendant 2 ans. Sa mère avait divorcé, et la même année, le shérif n'avait pas été réélu. Grillet s'était retrouvé sur une chaîne de montage dans une usine de Gary. Sally venait voir la poubelle toutes les semaines, elle pleurait chaque fois. « Tu vas voir, fils de pute, » murmura la poubelle. Puis il regarda furtivement autour de lui, au cas où quelqu'un l'aurait entendu dire un gros mot. Mais il n'y avait personne, naturellement, puisqu'il se trouvait au sommet du réservoir numéro 1 de la Cherry Oil, et que même s'il avait été sur le plancher des vaches, il ne restait plus personne, sauf les fantômes. Au-dessus de lui, de gros nuages blancs dérivaient lentement. Un énorme tuyau de plus de 60 centimètres de diamètre sortait du poste de pompage. Il ne s'agissait que d'un trop-plein, mais le réservoir était rempli d'essence sans plomb, dont une petite quantité avait fui, peut-être l'équivalent d'un demi-litre, dessinant des traces brillantes dans la fine couche de poussière qui recouvrait le sommet du réservoir. La poubelle se releva, les yeux brillants, une grosse clé dans une main, un marteau dans l'autre. Il laissa tomber ses outils, qui firent résonner la tôle. Comme ça, il n'allait pas avoir besoin du bidon d'essence qu'il avait apporté. Il prit le bidon et hurla « Larguez les bombes !» et il le lança dans le vide. Il le regarda pirouetter avec beaucoup d'intérêt. À un tiers de sa course, il heurta l'escalier, rebondit, puis poursuivit sa chute jusqu'au sol en lâchant une gerbe d'essence couleur d'ambre par le côté qui s'était crevé en frappant l'escalier de fer. Il revint au trop-plein et regarda les petites flaques brillantes d'essence. Il sortit une pochette d'allumettes, la regarda, coupable et fasciné, rempli d'une douce excitation.
Sur la pochette, une annonce vantait les mérites des cours par correspondance de l'école de La Salle de Chicago. « Je suis debout sur une bombe, pensa-t-il. Il ferma les yeux, tremblant de peur, en pleine extase, repris par cette ancienne excitation glacée qui lui engourdissait les doigts et les orteils. Il était sorti de l'asile de Terre Haute à 13 ans. Ils avaient dit qu'il était guéri, mais il n'en savait foutrement rien. Ils avaient besoin de sa chambre pour y enfermer un autre cinglé pendant quelques années, et la poubelle était rentrée chez lui. Il avait pris beaucoup de retard dans ses études et ne semblait vouloir ou pouvoir le rattraper. On lui avait donné des électrochocs à Terre Haute, et lorsqu'il était revenu à Powhtanville, il ne pouvait plus se souvenir de rien. Il apprenait quelque chose, puis oubliait tout quelques minutes plus tard. Naturellement, ses notes étaient épouvantables. Pendant quelque temps, il n'alluma pas d'incendie. C'était déjà quelque chose. Tout était rentré dans l'ordre, apparemment. Le shérif qui avait tué son père était parti. Il était là-bas, à Gary, en train de monter des phares sur des Dodge. Sa mère travaillait toujours au café. Tout allait bien. Bien sûr, il y avait la Cherry Oil, les réservoirs blancs qui se dressaient à l'horizon comme d'énormes boîtes de conserve blanchies à la chaux, et derrière, les cheminées des usines de Gary. Gary où travaillait le shérif, l'assassin de son père. Comme si Gary était déjà en flammes. Il se demandait souvent quel bruit feraient les réservoirs de la Cherry Oil quand ils sauteraient. 3 explosions, assez fortes pour crever les tympans, pour faire frire les yeux dans les orbites. 3 colonnes de feu, père, fils et Saint-Shérif, tueur de père, qui brûleraient jour et nuit pendant des mois. Ou peut-être refuserait-il de brûler? Il allait bientôt le savoir. La douce brise d'été éteignit les 2 premières allumettes. Il laissa tomber les petites tiges noircies sur la tôle rivetée du réservoir. Sur sa droite, près du garde-fou, il vit un insecte qui se débattait dans une flaque d'essence. « Je suis comme cette bestiole, se dit-il, et il se demanda quel était ce monde où Dieu vous laissait tomber dans un sale merdier comme une bestiole dans une flaque d'essence, et vous laissez là, vous débattre pendant des heures, peut-être pendant des jours, ou même dans son cas, pendant des années. Un monde qui méritait bien de brûler, voilà. Il était là, tête basse, une 3e allumette à la main, quand la brise tomba. Lorsqu'il était rentré chez lui, on l'avait d'abord appelé Sinoc, débile, puis la torche. Mais Carley Yates, qui avait maintenant 3 années d'avance sur lui à l'école, s'était souvenu des poubelles, et c'était le surnom de Carley qui lui était resté. À 16 ans, il avait quitté l'école avec l'autorisation de sa mère. « Qu'est-ce que vous voulez? Ils me l'ont bousillé à Terre Haute. Je leur ferais un procès si j'avais de l'argent. Des électrochocs, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Moi je dis que c'est une saloperie de chaise électrique, voilà ce que c'est. » Et il était allé travailler au lave-auto. Frotte les phares, frotte le bas des portes, soulève les essuie-glaces, astique les rétroviseurs. « Et vous voulez un lustrage avec ça, monsieur ?» Pendant un petit bout de temps, la vie avait continué, comme il était écrit qu'elle devait le faire. Les gens lui gueulaient des trucs en passant en voiture, lui demandaient ce que la vieille Sample, depuis 4 ans dans sa tombe, avait dit lorsqu'il avait brûlé son chèque de pension, s'il avait pissé dans son lit le jour où il avait foutu le feu à la maison de Sedley. Il lui gueulait des trucs quand il passait devant l'épicerie ou le bar O'Toole, et il gueulait aussi « V'là la poubelle, planquez vos allumettes, écrasez vos mégots !» Il n'entendait plus que vaguement les voix, mais il ne pouvait ignorer les pierres qui sortaient en sifflant d'une ruelle obscure de l'autre côté de la rue. Une fois, on lui avait lancé une canette de bière à moitié pleine d'une voiture en marche. La canette s'était écrasée sur son front et il était tombé à genoux. C'était la vie, les voix, parfois les pierres, le lave-auto. Et à l'heure du déjeuner, il s'asseyait là où il était assis tout à l'heure, avalait le sandwich aux tomates que sa mère lui avait préparé, regardait les réservoirs de la Cherry Oil et se demandait comment ça se passerait. C'était la vie, jusqu'à ce qu'il se retrouve un soir, dans le vestibule de l'église méthodiste, un bidon de 20 litres d'essence à la main, en train de tout asperger autour de lui. Particulièrement les vieux recueils de cantiques entassés dans un coin. Et il s'était arrêté. Et il avait pensé... C'est pas bien du tout. C'est stupide. Ils vont savoir que c'est toi. Ils diraient que c'est toi-même si c'était quelqu'un d'autre, et ils vont t'enfermer. Il réfléchissait, et l'odeur de l'essence lui remplissait les narines, tandis que des voix papillonnaient et tourbillonnaient dans sa tête, comme des chauves-souris dans un beffroi hanté. Puis un sourire lui avait lentement éclairé le visage, et il avait remonté l'allée centrale en courant, aspergeant d'essence toute l'église, depuis le vestibule jusqu'à l'hôtel, comme un futur marié qui arrive en retard à son mariage, si pressé qu'il commença à lâcher le chaud liquide qu'il aurait dû garder pour la nuit de ses noces.
Puis il était revenu en courant dans le vestibule, avait sorti une seule allumette de bois de sa poche, l'avait frottée sur la fermeture éclair de son jean, l'avait lancée sur les recueils de cantiques imbibés d'essence, et, en plein dans le mille, flouf. Et le lendemain, il était en route pour la maison de redressement de l'Indiana, tandis que fumaient encore les décombres noircis de l'église méthodiste. Et Carley Yates était là, debout contre le lampadaire, en face du lave-auto, une Lucky Strike au coin de la bouche, et Carley avait hurlé son adieu, son épitaphe. « Hé, la poubelle, pourquoi t'as foutu le feu à l'église? Pourquoi t'as pas foutu le feu à l'école ?» Il avait 17 ans quand on l'avait envoyé dans la maison de redressement. À 18, ce fut la prison pour les adultes. Combien de temps? Qui aurait pu le savoir? Certainement pas la poubelle, en tout cas. En prison, tout le monde s'en foutait bien qu'il ait brûlé l'église méthodiste. D'autres types avaient fait bien pire. Assassinat, viol, casser en deux la tête de vieilles dames dans des bibliothèques. Certains détenus voulaient lui faire des trucs, d'autres voulaient qu'il leur fasse des trucs. Ils s'en foutaient, c'était la nuit, quand on éteignait les lumières. Un homme, un chauve, lui avait dit qu'il l'aimait. « Je t'aime, Donald. » C'était sûrement mieux que de recevoir des pierres. Mais parfois, la nuit, il rêvait à la Cherry Oil. Et dans ses rêves, il y avait toujours cette explosion, suivie de 2 autres bangs. D'énormes explosions creuses qui montaient dans le ciel, modelaient la lumière du jour comme les coups de marteau donnent sa forme à une feuille de cuivre. Et tout le monde en ville s'arrêterait aussitôt, regarderait en direction du nord, vers Gary, vers l'endroit où les 3 réservoirs se découpaient sur le ciel comme d'énormes boîtes de conserve blanchies à la chaux. Carley Yates serait en train d'essayer de vendre une Plymouth vieille de 2 ans à un jeune couple avec bébé. Il s'arrêterait au beau milieu de sa phrase et regarderait là-bas. Les types qui traînaient devant le bar O'Toole ou devant l'épicerie se précipiteraient dans la rue, laissant derrière eux leur bière. Au café, sa mère se figerait devant la caisse enregistreuse. Le nouvel employé du lave-auto s'arrêterait de frotter les phares, l'éponge à la main, regarderait en direction du nord, tandis que cet énorme bruit martellerait le cuivre de la routine quotidienne. Bang! Ça, c'était son rêve. Il avait fini par se gagner la confiance des gardiens, et quand cette drôle de maladie était arrivée, on l'avait envoyé à l'infirmerie pour donner un coup de main. Et quelques jours plus tôt, il n'y avait plus eu de malades, car tous les malades étaient morts. Tout le monde était mort ou avait foutu le camp, sauf un jeune gardien, Jason Debbins, qui s'était assis au volant d'un camion de livraison et qui s'était tiré une balle dans la tête. Où aller, si ce n'était chez lui? Il était donc rentré. La brise caressa doucement sa joue, puis retomba. Il frotta une autre allumette et la laissa tomber. Elle atterrit dans une petite flaque d'essence qui s'enflamma aussitôt. Les flammes étaient bleues. Elles se propageaient délicatement, sorte d'auréole dont le centre était l'allumette noircie. La poubelle regarda un moment, fascinée, puis courut vers l'escalier qui descendait en tournant autour du réservoir. Avant de commencer à descendre, il jeta un coup d'œil derrière lui. Le poste de pompage était entouré d'un halo de chaleur, d'un rideau de tulle qui dansait comme un mirage. Les petites flammes bleues, qui ne faisaient pas plus de 5 centimètres de haut, avançaient vers les machines, vers le trop-plein, décrivant un demi-cercle qui y allait s'élargissant. La bestiole ne se débattait plus, il ne restait plus d'elle qu'une carapace noircie. « Je pourrais rester, se dit-il, mais il n'en avait pas vraiment envie. Il lui semblait confusément qu'il avait peut-être un but dans la vie à présent, quelque chose de très grand, de grandiose. Il eut donc un peu peur et commença à descendre l'escalier 4 à 4. Ses semelles faisaient résonner les marches, sa main courait sur la rampe rouillée. Plus bas, encore plus bas, toujours en cercle, et dans combien de temps les vapeurs d'essence qui flottaient à l'embouchure du trop-plein prendraient-elles? Combien de temps avant que la chaleur n'enflamme l'essence dans la gorge du tuyau et dans le ventre du réservoir? Les cheveux rabattus par le vent de sa course, une grimace de terreur plaquée sur le visage, il descendait. Il était à mi-hauteur maintenant, passait devant les énormes lettres CH, des lettres de 5 mètres de haut, peintes en vert sur le fond blanc du réservoir. Plus bas, encore plus bas, et s'il trébuchait, s'il manquait une marche, il s'écraserait comme le bidon tout à l'heure, se casserait-il les os comme des branches mortes? Le sol se rapprochait, le cercle de gravier blanc qui entourait le réservoir, l'herbe verte au-delà du gravier. Dans le parking, les voitures reprenaient leur dimension normale. Et pourtant, il avait l'impression de flotter dans un rêve, de ne jamais pouvoir arriver en bas, de toujours courir et courir, sans aller nulle part. Il était à côté d'une bombe, et la mèche était allumée.
Puis il y eut une explosion, très haut au-dessus de lui, comme un gros pétard. Un choc métallique, assourdi par la distance, puis quelque chose qui passa à côté de lui en vrombissant. C'était un morceau du trop-plein. Il le vit tomber avec une terreur presque délicieuse, complètement noir, tordu par la chaleur en une nouvelle forme excitante et bizarre. Il posa la main sur la rampe et sauta par-dessus. Un claquement sec dans le poignet, une douleur fulgurante dans le bras jusqu'au coude. 7 mètres plus bas, il atterrit sur le gravier. À peine s'il sentit la brûlure de ses avant-bras écorchés. Il gémissait, grimaçait de terreur, et pourtant la journée était belle. La poubelle se releva, regarda derrière lui, au-dessus de lui, et repartit à toute vitesse. Le réservoir était couronné d'une chevelure blonde qui grandissait à une vitesse étonnante. Tout allait sauter d'un instant à l'autre. Il courait, sa main droite inerte au bout de son poignet fracturé. Il sauta par-dessus le talus du parking et ses pieds firent claquer l'asphalte. Il courait maintenant, traversant le parking, traînant son ombre derrière lui. Il courait tout droit sur la large allée de gravier, franchissant comme une flèche la grille entr'ouverte qui arrivait sur la route 130. Il traversa et se jeta dans le fossé. Il atterrit sur un lit de feuilles mortes et de mousse humide, les bras autour de la tête, les poumons déchirés par des coups de poignard. Le réservoir sauta, sans faire bang, mais kaboum! Un bruit énorme, bref et guttural, si fort qu'il sentit ses tympans se comprimer, ses yeux sortir de leurs orbites. Puis une deuxième explosion, puis une troisième. Et la poubelle se tordait sur les feuilles mortes, hurlait silencieusement, le visage déformé par une affreuse grimace. Il s'assit, les mains plaquées sur les oreilles, et tout à coup le vent le frappa avec une telle force qu'il le renversa, comme s'il n'avait pas pesé plus lourd qu'un bout de papier. Derrière lui, les jeunes arbres se couchèrent, et leurs feuilles s'agitèrent frénétiquement, comme des banderoles un jour de grand vent. Un ou deux cassèrent, avec un petit bruit sec, comme si quelqu'un tirait des pigeons d'argile. Des débris incandescents commencèrent à tomber de l'autre côté de la route, certains sur la chaussée. Ils frappaient l'asphalte avec un bruit sonore, tordu, noirci, comme le trop-plein. Des rivets à moitié arrachés tenaient encore au bout de tôle. Kaboum! La poubelle se rassit et vit un gigantesque arbre de feu derrière le parking. Une énorme colonne de fumée noire montait tout droit à une hauteur étonnante avant que le vent ne la fasse chavirer. La lumière était si vive qu'il lui fallut presque fermer les yeux, et maintenant une haleine de four traversait la route. Il sentit sa peau se contracter comme si elle devenait une enveloppe de métal. Ses yeux pleuraient des torrents de larmes. Un autre morceau de métal incandescent, celui-ci de plus de 2 mètres, en forme de diamant, tomba du ciel, se planta dans le fossé, à 6 mètres sur sa gauche, et les feuilles mortes s'embrasèrent aussitôt sur leur lit de mousse humide. Kaboum! Kaboum! S'il restait là, il allait se transformer en torche vivante. Il bondit sur ses pieds et se mit à courir le long de la route dans la direction de Gary. Dans ses poumons brûlants, l'air avait pris un goût de métal. Il se toucha les cheveux, croyant qu'il s'était enflammé. L'odeur douceâtre de l'essence flottait autour de lui, semblait l'envelopper. Le vent chaud déchirait ses vêtements. Ses yeux noyés de larmes virent 2 routes devant lui, puis 3. Un autre craquement déchira l'air quand l'onde de choc fit imploser les bâtiments de la Cherry Oil Company. Des poignards de verre sifflèrent dans l'espace, et une pluie de béton s'abattit sur la route. Un morceau d'acier, à peine plus gros qu'une pièce de monnaie, entailla la manche de sa chemise et lui érafla la peau. Un autre morceau, assez gros pour lui transformer la tête en gelée de groseille, tomba juste à ses pieds, puis rebondit, laissant un joli cratère derrière lui. Puis il sortit du déluge, les tempes battantes, comme si son cerveau brûlait dans le grondement d'une chaudière à mazout. Kaboum! Un autre réservoir venait de sauter. Devant lui, l'air sembla ne plus opposer de résistance à une grande main chaude qui lui donna une violente poussée dans le dos, une main qui épousait tous les contours de son corps, des pieds jusqu'à la tête. Elle le poussait en avant, ses pieds touchaient à peine le sol, et maintenant son visage grimaçait de terreur, comme si on l'avait attaché au plus grand cerf-volant du monde, poussé par le plus grand vent, et qu'il volait, montait dans le ciel jusqu'à ce que le vent tombe, et le laisse tomber comme une pierre jusqu'en bas. Derrière lui, une parfaite fusillade d'explosions. L'arsenal de Dieu, emporté par les flammes purificatrices, Satan à la conquête du ciel, son capitaine d'artillerie, un sourire dément sur les lèvres, les joues en sang, la poubelle de son vrai nom, la poubelle qui jamais plus ne serait Donald Merwin Elbert.
Des visions fugitives autour de lui, des voitures sorties de la route, la boîte à lettres bleue de M. Strang, un chat mort, les pattes en l'air, un fil électrique tombé dans un champ de maïs. La main le poussait moins fort maintenant. À nouveau, il sentait devant lui une résistance. La poubelle se risqua à jeter un coup d'œil en arrière et vit que la butte où se dressaient les réservoirs d'essence n'était plus qu'une boule de feu. Tout brûlait. Même la route semblait brûler derrière lui et les arbres s'embrasaient comme des torches. Il courut encore 500 mètres, puis ralentit, hors d'haleine, titubant. 1 kilomètre plus loin, il s'arrêta, regarda derrière lui, sentit la bonne odeur du feu, aucun pompier pour l'éteindre. L'incendie allait continuer là où le vent le porterait, il brûlerait des mois peut-être. Pautanville serait rayé de la carte, et les flammes marcheraient vers le sud, détruisant maisons, villages, fermes, champs, prés et forêts. Peut-être irait-elle jusqu'à Terre-Haute, peut-être brûlerait-elle cet endroit où on l'avait enfermé, et même peut-être plus loin encore. Ses yeux se tournèrent à nouveau vers le nord, vers Gary. Il voyait la ville, ses grandes cheminées qui ne crachaient plus de fumée, comme des morceaux de craie sur un tableau bleu ciel. Et plus loin, Chicago. Combien de réservoirs d'essence, combien de stations-service, combien de trains silencieux sur leurs voies de garage, remplis de gaz liquide ou d'engrais inflammables. Combien de bidonvilles aussi secs que du petit bois, combien de villes au-delà de Gary et au-delà de Chicago. Le pays attendait l'incendie sous le soleil d'été. Radieux, la poubelle reprit sa marche. Sa peau était déjà aussi rouge que la carapace d'un homard. Il ne sentait rien, cependant, mais ses brûlures allaient l'empêcher de dormir cette nuit-là, emporté dans une exaltation féroce. Il y aurait des incendies, encore plus grands, encore plus beaux. Ses yeux étincelaient d'une joie démente, les yeux d'un homme qui vient de découvrir le grand axe de sa destinée et l'empoigne à deux mains.